Bonjour. Donc, je suis Olivier Perrault, donc je suis RSSI d'Orange Cloud for Business, qui est la division cloud d'Orange Business Services. Alors, je vais appuyer par là, j'imagine. Oui, ok. Alors, donc moi, je ne vais pas parler de techniques spécifiques ou de choses très très fun, mais plutôt de l'organisation qu'on a mise en place pour pouvoir traiter nos vulnérabilités. Et pourquoi le cloud est spécifique. Donc je vais vous faire un retour d'expérience un peu sur les problématiques spécifiques au cloud. Donc la première, c'est le nombre. C'est vraiment la problématique la plus importante. On ne parle pas d'un PC comme tout à l'heure, on parle de plusieurs dizaines de milliers de serveurs ou d'équipements divers à sécuriser. Donc c'est beaucoup plus compliqué à gérer. La deuxième, c'est le nombre de technologies aussi à supporter. C'est-à-dire que globalement, il y a évidemment toutes les technologies hardware, toute la partie hyperviseur, toute la partie aussi middleware, parce on fournit aussi des environnements de type managé. Et donc, tout ça fait qu'on a un nombre de technologies à maîtriser qui est très important. Troisièmement, c'est les dépendances. C'est-à-dire que globalement, on a des dépendances dans les deux sens. C'est-à-dire que si on a une vulnérabilité au niveau hardware, finalement, on va avoir une dépendance après sur les vulnérabilités de plus haut niveau. Typiquement, ce sont les dernières vulnérabilités type Meltdown, Spectre, etc., qui ont un impact sur un nombre très très important de logiciels et de hardware. Et à l'inverse, c'est aussi sur certains applicatifs, en fait, on peut avoir des vulnérabilités applicatives qui ne peuvent pas être résolues parce qu'on ne peut pas changer les couches en dessous. Donc ce sont des dépendances qui sont difficiles à gérer. Encore une complexité qui nous est propre, et ce qui est que, par définition, le cloud est ouvert sur les réseaux, parce qu'il est utilisable directement par les clients. Donc soit des réseaux privés, soit Internet, avec, on va dire, trois types de portes possibles. Donc les portes classiques de type portail ou API. Et les troisièmes, ce sont des accès directement au serveur, donc via des accès, des virtual machines, donc qui font qu'on a un accès local au serveur. Et en plus, donc, effectivement, il y a des interfaces de management, etc., qui sont de nouvelles portes d'entrée. Encore une problématique spécifique, hein, donc on est dans des environnements, alors ce qu'on appelle le modèle de responsabilité partagée, peut-être que vous en avez entendu parler, qui fait que globalement le client est responsable d'une certaine partie et le fournisseur d'une autre partie. Généralement, le client est responsable de la partie applicative et le fournisseur est responsable de la partie infrastructure. Et donc, ce qui fait que quelquefois, quand on a notamment des clouds privés, c'est pas évident de gérer les vulnérabilités dans ces environnements-là. Encore une difficulté, c'est que tous ces environnements-là sont multi-clients. Donc il faut, notamment quand on doit patcher, on doit prendre en compte cette problématique où, ça dépend après de la taille du client, mais globalement on peut avoir des clients très 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 importants qui ont leur mot à dire sur ce qu'on doit faire. Donc ils ont des objectifs différents. Et la dernière spécificité, c'est la disponibilité. Globalement, sont des environnements qui sont, on a vu, qui sont multi-clients et donc qui ont des exigences de disponibilité quasi totales. Donc il faut trouver des solutions pour pouvoir notamment remédier aux vulnérabilités sans impacter la disponibilité. Alors, la question est toute simple. Est-ce qu'avec tout ça, on est coincé? Donc, on a une très forte combinatoire, donc, voilà, plein de vulnérabilités, plein de technologies, etc. Une forte exposition aux exploits. On a des campagnes de patch difficiles à mener. Et on a des opérations rendues complexes, notamment parce qu'on a ce modèle en couche. Alors, évidemment, la réponse est non, parce que... en tout cas, nous, on a mis une organisation pour essayer de répondre par la négative à cette question. Donc, j'espère que vous aimez
ce nuage orange, il est sur tous les slides. Donc, la première étape, bon, c'est des choses assez classiques que je ne vais rien vous apprendre, mais le principe, c'est de s'organiser pour pouvoir le mettre en œuvre. Donc, la première chose, c'est tout ce qui est veille sur les vulnérabilités. Donc, l'objectif étant de pouvoir focaliser la suite sur donc, les moyens d'analyse. Nous, c'est vraiment notre objectif. C'est de pouvoir vraiment focaliser nos moyens d'analyse pour pouvoir corriger les vulnérabilités, parce qu'il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Donc pour nous, c'est la seule façon finalement de maîtriser notre stratégie de remédiation à ces vulnérabilités. Mais aussi pour pouvoir gérer la communication vers les clients, parce qu'il n'y a rien de pire qu'un client qui vient vous dire « vous avez entendu parler de cette vulnérabilité et puis vous n'êtes pas au courant ». Ça, c'est juste impossible. Donc il faut vraiment être au fait de toutes les vulnérabilités. Et enfin, donc ça permet aussi de limiter le recours à des experts de sécurité, parce que les experts de sécurité, il n'y en a pas des milliers. Et donc, comment on fait ça, nous? On s'organise, on n'a rien inventé, mais on s'abonne à des solutions de watch qui agrègent finalement sur tout un ensemble de technologies, tous les bulletins, parce qu'autrement, aller chercher les bulletins, c'est juste impossible. Donc voilà, notre retour d'expérience, c'est il faut un outil d'agrégation, autrement c'est juste impossible. Donc l'alternative, c'est le petit panneau en bas, c'est si vous ne voulez pas le faire, finalement, votre seule façon de faire, c'est vous fier au buzz, et finalement de traiter les vulnérabilités comme celles qui ont WannaCry, etc., comme Spectre, Meltdown, toutes celles qui sortent un peu du lot, mais vous n'aurez pas forcément traité toutes les vulnérabilités qui sont importantes. Ça, c'était la première étape. C'est presque l'étape la plus facile. Alors, ça, c'est une étape qui nous est propre. En tout cas, je ne pense pas que toutes les entreprises le font. C'est ce qu'on appelle, nous, la partie analyse ingénierie. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a tous ces bulletins de vulnérabilité, finalement, on a une ingénierie spécifique qui va analyser les impacts de cette vulnérabilité et notamment tester si, typiquement, les patchs n'entraînent pas des voilà, qui peuvent être déployés facilement ou pas, ce qui n'est pas toujours le cas. Hein. Même chez Microsoft, on a rejeté par exemple 2 patchs Tuesday récemment, voilà, donc parce qu'il y a des impacts opérationnels importants. Donc l'objectif est vraiment de réduire les impacts opérationnels pour déployer les patchs. Alors j'ai mis le côté négatif, c'est ce qu'il y a de plus coûteux. Donc ça oblige à avoir des experts sur les technologies, ça oblige à avoir des environnements de test. Hein. Voilà. Le côté positif, hein, c'est on essaye de capitaliser en fournissant après à nos clients finalement des environnements durcis. Donc ce n'est pas simplement une qualification, mais c'est aussi, une fois qu'on a qualifié, de fournir des environnements durcis. Donc comment on gère ça? Nous, on n'a pas trouvé de façon de le faire de manière externe, donc on a internalisé ça avec des skill centers qu'on factorise avec des skill centers métiers vraiment orientés sur les technologies qu'on maîtrise, notamment les technologies d'hyperviseur, etc., qui sont clés pour notre métier. Alors, si on ne veut pas le faire, effectivement, il faut se baser sur les guides d'implémentation qui sont fournis par les éditeurs, et puis prier. Ou alors, l'autre façon, c'est de rien faire, et puis de prier aussi. Alors, je suis dans les temps. Les scans de vulnérabilité, donc ça c'est vraiment un point qu'on a mis en œuvre qui est assez compliqué. Donc on a généralisé, nous, les scans de vulnérabilité sur l'intégralité de notre parc. Donc la difficulté n'est pas de point de vue outil, donc on utilise des outils du commerce. Oui, je les ai mentionnés, donc on utilise essentiellement Qualys. Et donc en fait la difficulté c'est quand on est dans un environnement multi-client, de pouvoir déjà adresser tous les types de serveurs. Et donc on le fait via notre réseau finalement d'administration qui est commun à tous les serveurs. Donc effectivement, faut qu'on ait ce réseau d'administration, autrement c'est extrêmement compliqué à faire. Et donc la difficulté, ce sont des difficultés assez opérationnelles, c'est d'ouvrir des flux, ce sont des
difficulté de... Après aussi, ce genre d'outil a d'énormes avantages, mais aussi énormément d'inconvénients, c'est-à-dire que ça génère quand même pas mal de faux positifs. Et donc, c'est pas toujours évident de les utiliser à grande échelle. Alors, voilà, dans les usages qu'on a mis, nous, par rapport à ça, donc c'est globalement d'identifier les systèmes effectivement vulnérables, c'est-à-dire que typiquement, donc ce sont des outils quand même qui permettent de vérifier typiquement qu'une librairie est installée ou pas. Alors c'est une fonction surtout pour nous de ramasse-miettes. Je suis un informaticien, donc je sais pas, garbage collector, je ne sais pas si ça vous parle, qui est de finalement de ramasser tout ce qui n'a pas été vu avant, donc dans toute la partie avant, où on fait des patchs normaux, etc. Mais il y a toujours des choses qui passent à travers. Alors j'ai un exemple typiquement, c'est un logiciel du marché qui utilisait du Struts, on n'en était vraiment pas au courant, voilà. Et donc ça nous a permis de le découvrir. On a découvert aussi des serveurs qui étaient passés à travers de campagnes de patch globales, etc. Donc c'est vraiment une fonction très très utile. Malgré tout, il y a des choses qui passent à travers. Ça nous permet d'orienter notre stratégie de patch. Ça veut dire globalement de dire, c'est vraiment là-dessus qu'il faut parce que donc là il y a un certain nombre de scores qui sont donnés. Ça permet vraiment quand on a vraiment un nombre très très important de serveurs finalement d'orienter sa stratégie. Et ça, d'un point de vue managérial aussi, c'est très intéressant pour un RSSI. On a une vue holistique finalement de notre niveau de risque. Donc c'est pas un serveur, c'est vraiment sur toute l'organisation. Les côtés un peu négatifs, c'est par contre c'est la vue à plat. C'est-à-dire que globalement un serveur pour ce genre d'outil, c'est un serveur ou c'est un équipement et c'est difficile après de savoir si le service est critique ou pas. Et donc ça, c'est le côté un peu négatif de ce genre d'outil. Donc il y a des alternatives, hein. Ça c'est absolument pas nécessaire. Donc c'est de patcher tout bien, d'avoir un inventaire parfait, etc. Donc, alors là, on est plus. Moi j'ai parlé là jusqu'ici plutôt sur la partie infrastructure. Hein. Les deux parties, d'autres parties, c'est plus sur la partie applicative. Hein. Donc, comme je disais tout à l'heure, tous nos services sont utilisables depuis soit l'Internet, soit des réseaux privés, mais donc ils sont exposés. Et donc on doit tester de manière classique ces services-là. Évidemment, tous les outils dont j'ai parlé tout à l'heure ne servent à rien, enfin pas à grand-chose en tout cas, à part regarder SSL ou ce genre de choses, mais c'est... donc on fait des tests d'intrusion sur tous nos services. Alors c'est vraiment de l'organisationnel, hein, ça n'a rien de compliqué. C'est que on a mis dans notre gouvernance que la Sécu pouvait bloquer les mises en production si donc on ne passait pas le pentest, enfin s'il y avait des vulnérabilités, on donne un niveau de score, etc. Et puis si c'est au-dessus d'un certain niveau de score, bah, ça passe pas. Et donc ça mobilise les équipes hein, pour pouvoir corriger. Alors au début évidemment c'était un peu chaud. Hein. Maintenant c'est quand même très très bien accepté et même c'est une attente des développeurs, c'est-à-dire que globalement ils se disent c'est quand même compliqué de sécuriser une application, d'avoir des gens comme ça qui vont tester la sécurité de l'application, c'est quand même finalement une vraie attente. Et ça leur permet aussi de s'améliorer après pour les prochaines releases. Alors ça permet aussi par rapport aux outils d'identifier les mauvaises pratiques. On voit on peut faire des tests d'intrusion, mais on regarde aussi l'intégralité du parcours client, typiquement, et aussi l'échange des credentials, etc., qui ne se voient pas normalement un pen test. Donc ça permet aussi de voir des mauvaises pratiques qui peuvent être problématiques. Hein. Donc les côtés négatifs, ça demande un effort important hein, quand même, et ça peut entraîner des retards dans la mise en production. Donc évidemment, donc maintenant c'est de mieux en mieux accepté, donc c'est de mieux en mieux anticipé, mais évidemment la pression business fait que quelquefois c'est un peu compliqué.
Donc, comme on a réussi à gérer ça, bah, via une équipe de pentesters internes. Donc, on fait appel évidemment à des sociétés en renfort, mais vu qu'on doit être très 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 réactif, on était obligé de mobiliser des acteurs internes. Donc l'alternative est de se limiter à des outils automatiques, de type, typiquement Qualys a des modules applicatifs. Donc bon, on ne vous le conseille pas, mais c'est possible. Dernière partie, donc, ce seront des scans applicatifs dont je parlais tout à l'heure. Alors là, c'est plus... une fois qu'on a fait ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on a des Go Secu, etc. Sauf qu'après, évidemment, l'application vit au jour le jour. Donc, et on ne peut pas faire des pen tests à toutes les releases, parce que ça serait juste impossible. Donc, en fait, on met en place, nous, des scans applicatifs automatiques qui, déjà, permettront aussi de voir finalement si l'application a bougé. Alors, c'est comme ça, mais en fait, le scan permet de voir s'il y a des pages qui ont été créées, etc. Donc, on s'est dit, ah, voilà. Et donc ça, c'est déjà quelque chose d'intéressant pour un RSSI, savoir. Et donc ça permet d'identifier les vulnérabilités applicatives facilement identifiables par les outils. Donc souvent, c'est des XSS, des SQLite, etc. Donc c'est vraiment très très bien adapté pour toutes les releases mineures. Donc, voilà, et un pentest pour les releases majeures. Et la partie DevOps, donc c'est-à-dire qu'on a des mises en production vraiment très très récurrentes maintenant. Donc c'est vraiment un truc qui est utile. C'est dès qu'on a la première mise en prod de mettre ça en place et puis excusez-moi, dans une démarche DevOps voilà, de mettre ça en place dès la première release. Donc ce que je disais tout à l'heure, hein, c'est qu'il y a quand même pas mal de faux positifs là-dessus, donc c'est à prendre avec des pincettes ces résultats. La portée des tests est limitée, donc il faut avoir des credentials, il faut avoir, souvent ça ne vaut pas un pentest en tout cas. Donc on utilise l'outil Qualys, WAS, et on a des outils maison qui sont vraiment spécifiques sur pas mal de tests. Hein. Voilà. Donc l'alternative là-dessus, hein, je pense qu'il n'y a pas vraiment d'alternative en fait. Hein. Sinon, avoir de la gouvernance au niveau des produits, avoir des releases moins fréquentes et dompter son SI. Après, ça dépend des entreprises, mais nous, c'est difficile. Ok. Voilà, ça c'était notre approche globale. Hein. Donc ça demande. Alors, si on fait un résumé, hein, ça demande à la fois d'être exhaustif, parce que globalement, si vous faites un truc super, mais ça couvre à 10% de votre parc, bah, vous ne savez pas si dans les 90 autres pourcents, c'est pas bien. Vous n'avez pas d'énormes failles. Ça demande un effort important. C'est clair. Tout ce que je vous ai présenté, ça coûte de l'argent. Ça demande une expertise techno qui n'est pas évidente. Hein. Typiquement, c'était la deuxième partie de ma présentation sur tous les skill centers. Ça demande avoir des environnements, des expertises qui ne sont pas toujours évidentes à trouver. Et ça demande d'avoir une expertise sécu en interne, qui n'est pas non plus toujours à la portée de toutes les entreprises. Donc, je vous ai parlé des pen testers internes, etc. Et le gain dans tout ça, moi j'ai essayé de le résumer. Premièrement, c'est la confiance. C'est-à-dire que moi je suis d'un naturel inquiet, donc sans ces outils-là, je pense que j'aurais du mal à dormir. Donc ça permet pas de s'affranchir des vulnérabilités, il y en aura toujours. Par contre, c'est de sentir qu'on est à peu près quand même en contrôle de ça. C'est la réactivité, hein, ça je pense que c'est très très important. Enfin, nous, on est dans un environnement B2B, où on va avoir des clients qui vont nous harceler quelquefois. Donc on a besoin d'avoir des réponses très rapides à leurs attentes. Donc il faut vraiment faut être très, très réactif. Hein. Et autrement, donc moi j'ai appelé ça l'auto-assurance. C'est pas un bon terme, mais c'est que globalement, on préfère s'auto-tester qu'on soit testé par des méchants. Donc ça permet quand même de s'auto-assurer pour éviter quand même des crises graves de sécurité. Voilà.